Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Toujours là? Ah, bonsoir la cryptosphère. Allez, aujourd'hui on change un petit peu. Je vais d'abord citer tous les gagnants des NFT tirés hier soir sur Twitch. Oui, je sais, je suis surprenante. Et pour les plus pressés d'entre vous, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver en dessous de chaque Zap Crypto tous les timecodes de la vidéo divisés en 4 chapitres. Et oui, je pense à votre petit confort. Vu que j'ai de moins en moins de place dans la description, vous retrouverez le plus souvent tous les intervenants et leurs vidéos dans le commentaire épinglé. Allez, trêve de bavardage, on passe à notre premier gagnant de la soirée. Daniel SH, bravo à toi. Avec le numéro 261, le 262 revient à Civisme Secret. GG à toi et merci beaucoup pour ton soutien. Matlika06 remporte le 263. Kif le Breton qui gagne, il me semble bien, son tout premier NFT Zap Crypto. GG à toi. Le 265 est remporté par Hotz. GG à toi. Et notre dernier gagnant de la soirée est Cryptosaur. GG à toi. Et pour tous ceux qui viennent de remporter pour la première fois, n'oubliez surtout pas de me contacter sur mes réseaux. Un grand merci tout particulier à Hotz et Matlika qui étaient présents hier lors du live. C'est toujours plaisant d'avoir le gagnant dans le chat et évidemment un grand merci à tous les autres zappeurs et zappeuses qui étaient présents. Allez, fini les enfantillages, on passe direct au Crypto Fear and Greed qui se trouve toujours dans l'extrême peur à 21. Du côté des marchés US, on perd quelques points mais on est toujours dans la zone de grid à 62. Allez, installez-vous confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Zap Crypto. Ah, l'effondrement de Terra Luna, Celsius, Voyager, Three Arrows Capital, maintenant Alameda, FTX, BlockFi, et peut-être même, qui sait, Crypto.com ou d'autres dans les semaines à venir. Si on m'avait demandé au début de l'année le cours de Bitcoin dans un scénario catastrophe comme celui-ci, je n'aurais jamais dit 16 500 $. J'aurais pensé qu'il aurait pu tomber bien plus bas. Dans ce cycle, Bitcoin a chuté pour le moment d'environ 75% depuis novembre 2021 et son plus haut à 69 000 $. Maintenant, si on prend un peu de recul et qu'on essaie de relativiser, c'est pas si catastrophique que ça. Pour rappel, en 2018, Bitcoin est passé de 20 000 $ à 3 000 $. Donc une correction de 85% en 15 mois. Et puis, on peut aussi regarder le cycle de 2013-2014 où Bitcoin est passé d'environ 1200 $ à 150 $ en un an tout juste. Une dégringolade de presque 90%. Donc, pour tous ceux qui viennent de débarquer, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Vraiment pas. Voilà ce qu'un internaute postait déjà en 2015. This one time, Bitcoin went from 6 cents all the way to 36 cents and then it crashed down to 21 cents. And then another time, Bitcoin went from 85 cents all the way to $29 and then it crashed to $3. And then another time, Bitcoin went all the way to $213 and then it crashed all the way to $70. So the moral of the story is don't buy Bitcoin because you know it's going to crash again. Ces pics haussiers suivis de corrections brutales pourraient être comparés à l'électrocardiogramme de Bitcoin, montrant au monde tous les 4 ans environ que la créature est toujours en vie. Attention, quelqu'un dispose de 250 000 Ethereum. On ne sait pas réellement si c'est le gouvernement des Bahamas ou pas. Il y a eu un supposé hack sur FTX, mais vraisemblablement ça serait une saisie. On n'est pas tout à fait sûr de ça, mais en tout cas il y a du mouvement de ce côté-là. Il y a du mouvement et il y a du mouvement, notamment vous le voyez ici 2 minutes ago, donc il y a du mouvement très très frais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon on avait au départ cette adresse qui est celle où avaient été regroupés tous les assets de FTX supposés hackés. Pour l'instant, on ne sait pas encore une fois si tout cela est un hack ou si c'est bien le gouvernement des Bahamas qui détient réellement cet argent. Néanmoins, ils ont fait une connerie. Enfin, ils ont fait quelque chose. Si jamais c'est le gouvernement des Bahamas qui n'est pas extrêmement louable, c'est qu'ils ont tout changé en Ethereum. Et là, donc du coup, ils sont petit à petit en train de mettre une pression vendeuse sur Ethereum qui théoriquement n'aurait pas forcément lieu d'être. Mais bon, on en est là. Ils avaient 250 000 Ethereum. Je dis ils en disant ça peut être un hacker, ça peut être le gouvernement. Pour le moment, personne ne le sait. Ils avaient 250 000 et vous voyez que là, l'adresse est tombée à 95 000 Ether. Donc elle est fortement en train de faire le ménage. Et désormais, vous le voyez, même 5000 Ethereum. Donc tout ça a été splitté sur différentes adresses. J'en ouvre une pour vous montrer.
Et vous voyez ici que, par exemple, on a ce mouvement qui n'est pas une vente, c'est simplement juste on recrée un nouveau wallet Ethereum et on envoie 15 000 Ethers dessus. Donc on est en ce moment en train de splitter toute cette adresse en différentes adresses de 15 000 Ethers. Est-ce que c'est pour que ça soit plus difficile à suivre ou pas? Je ne sais pas. Mais néanmoins, cette adresse Ethereum, la première, donc celle qui avait regroupé toutes les autres adresses, est en train de se diviser en X adresses de 15 000. Il y a eu aussi 20 000 Ethers qui ont été, je crois, échangés contre du Bitcoin dernièrement. On avait déjà eu 50 000 Ethers qui avaient été échangés contre du Bitcoin principalement. Donc on a désormais 180 000 Ethers qui sont toujours en pression vendeuse, splittés sur énormément d'adresses, vous le voyez, à 15 000. Donc on va toutes les suivre. Hein. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'autres moyens de voir que ça, mais vous comprenez ici que ça brouille un petit peu les pistes. Alors est-ce que c'est une gestion du risque? Si jamais c'était le gouvernement des Bahamas, de ne pas tout laisser sur une même adresse et d'essayer tout simplement d'aller splitter et puis d'aller essayer de brouiller un petit peu les mouvements. On ne sait pas, on suivra effectivement ce qu'il va se passer de ce côté-là. Si jamais c'est un hacker, ça souligne quand même une certaine forme d'amateurisme de son côté. Daniel Riat, ce qui est dommage, c'est qu'on a aussi besoin des SEX pour l'accessibilité et la démocratisation. Et là, on retrouve les erreurs de la finance traditionnelle. Tout à fait. On n'a pas besoin des SEX pour avoir du Bitcoin, hein, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple. Et Daniel met le doigt, je pense, dans un truc hyperment crucial, c'est la démocratisation. Ce qui a démocratisé l'email, c'est pas qu'on ait chacun notre serveur SMTP. Ce qui a démocratisé l'email, c'est qu'on va sur un site et qu'on confie à un site, à Gmail pour ne pas le citer, ou à un autre, hein, on leur confie nos emails. Donc c'est normal que pour démocratiser, on confie nos cryptos à quelqu'un. Par contre, là où effectivement toi et moi on se bat bec et ongle, Agathe, c'est surtout qu'on ait le choix de faire autrement. C'est ça qui est important. Ouais, c'est l'alternative. Si quelqu'un il a peur de perdre sa clé ou perdre sa phrasise, qui se fait pas confiance sur lui-même et qui a plus confiance dans une entreprise, qu'à cela ne tienne, qu'il a confiance dans une entreprise. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. C'est le jeu. Il faut savoir que ça fait des années que les plateformes centralisées connaissent de tels fiascos et qu'elles ferment et qu'elles connaissent des faillites. Alors je vous mets un petit graphique là pour voir. Mais on a connu Mt. Gox, ça a été scandaleux pour l'époque en plus, parce que c'était la première fois qu'à une telle ampleur. Je sais plus combien de bitcoins ont été perdus. Il y a eu ensuite l'affaire Quadriga, qui est encore super louche. Et d'ailleurs, on avait parlé rapidement avec Alice au Pays des Merveilles, parce que justement, on sait toujours pas si le fondateur est mort ou s'il s'est fait passer pour mort. Enfin, des plateformes comme ça qui ont disparu totalement en portant les fonds des cryptodétenteurs, il y en a eu plein, on est super habitués. C'est peut-être pourquoi maintenant avec l'affaire FTX, c'est un peu comme si c'était le point de trop en fait. On a le point de non-retour, on n'en peut plus. Parce que ça fait des années, depuis 2014, qu'on est habitué à ce que les plateformes centralisées tombe, écroule. Alors par contre attention, pas de généralité excessive, c'est-à-dire qu'il y a quand même des plateformes centralisées qui se maintiennent avec le temps et qui sont encore là. Elles n'ont pas toutes. L'histoire des plateformes centralisées, c'est pas une histoire non plus d'un fiasco total. Et figurez-vous qu'il y a eu un tournant en 2018 avec les plateformes centralisées et ça a été lancé en fait par le fondateur de Binance. Et c'était la première fois en fait il avait dit les fonds sont SAFU. D'ailleurs ça vient de là le mot SAFU. Et en disant que lui, il avait sorti en fait une espèce d'assurance financière qui couvrirait toutes les pertes éventuelles de piratage et de hack. Quand il a fait ça, le fondateur parce que je ne sais pas trop bien prononcer son nom, mais en tout cas le fondateur de Binance, quand il a fait ça, ça marquait un vrai tournant. Toute la confiance qui était quand même un peu perdue à l'époque en 2018, elle est revenue vers les plateformes centralisées où on s'est dit finalement, moi la première et beaucoup d'autres personnes, où on s'est dit « Ah mais tiens, les plateformes centralisées peuvent être intéressantes ». En plus, nos fonds sont SAFU, c'est-à-dire qu'au pire, on se fait rembourser. C'est toujours mieux même que d'aller dans les plateformes décentralisées où on risque de perdre notre argent pour toujours. Ça a été un vrai moment de rupture. Ça faut vraiment le savoir. Ça fait partie de la cryptoculture, quoi. C'est important de le savoir que ça a été aussi un tournant où on a gagné de la confiance, qu'aujourd'hui on est en train de reperdre. Moi, pour la petite anecdote, la première fois que j'avais utilisé un DEX, c'était peut-être en 2018 et ça s'appelait CryptoBridge, pour ceux qui s'en souviennent. Ouais, CryptoBridge, je crois. La plateforme a complètement coulé et moi j'avais perdu énormément d'argent, alors encore plus maintenant puisque j'avais surtout de l'ETH
Et ça a pris beaucoup de valeur depuis, mais surtout le pire, c'est parce que en plus moi j'étais pas inscrite sur les réseaux sociaux à l'époque, donc en plus je savais même pas qu'ils allaient fermer parce que je pense qu'ils avaient prévenu, enfin il me semble qu'ils avaient prévenu les personnes avant, et donc j'avais tout perdu comme pas mal d'autres personnes parce que voilà c'était décentralisé juste avec mon portefeuille, un fiasco total. Et par exemple, je pense que j'étais pas la seule. Par exemple, moi, pendant longtemps, j'ai été réfrénée en fait. Voilà, c'était la petite anecdote pour vous dire que c'est pas pour rien que les sexes ont gagné autant en popularité depuis. Puis alors avec sa fou de Binance, c'était l'explosion. Et les gens commencent à spéculer sur le fait que Grayscale et même DCG, la société mère, pourraient avoir des problèmes. Il se dit que DCG serait en train d'essayer de lever 1 milliard de dollars pour résoudre un peu tous ces problèmes et qui n'arriverait pas à les lever auprès d'investisseurs. Et ça, c'est assez inquiétant. Pourquoi c'est inquiétant? Parce qu'en plus de pas pouvoir lever de fonds, ils ne veulent pas publier la liste des adresses qui contiennent les crypto-monnaies associées. On parle d'une société qui gère uniquement pour le Bitcoin quasiment 3% de la supply, environ 3% de tous les Bitcoins en circulation. C'est énorme ce qu'ils gèrent, c'est dans les 600 000 Bitcoins qu'ils gèrent. C'est juste fou et ils ne veulent pas publier les adresses qui contiennent ces Bitcoins. Ils se cachent derrière Coinbase parce que Coinbase, c'est eux qui gardent leur crypto-monnaie pour eux, la partie Coinbase Custody, et ils donnent une raison qui n'est pas du tout valable en disant pour des raisons de sécurité, on n'a pas envie de publier, on ne veut pas donner de détails sur là où sont stockés les bitcoins. Certains me diront, mais la blockchain c'est transparent, on est censé pouvoir retrouver ces bitcoins, où est-ce qu'ils sont stockés. Le problème c'est que les bitcoins sont, c'est sûr, ils sont divisés dans plusieurs sous-wallets et on ne sait pas lequel de ces wallets appartient à Grayscale, appartient à Coinbase. Ils ont juste publié un mot, une attestation du CFO de Coinbase, Alésia Haas, de la CFO de Coinbase, qui dit, on vous rassure tout le monde, on a bien l'argent, on a bien les crypto-monnaies, mais ils n'ont pas publié les adresses. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal dans le monde de la crypto. Il y a ce qu'on dit souvent dans la crypto, c'est don't trust, verify. Là, on ne peut pas vérifier. Il faut juste croire sur parole, Grayscale et Coinbase, que tout va bien. Donc bon, quand les choses ne sont pas clarifiées, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Ça aurait été très simple de publier les adresses, ils ne le font pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Là, ça reste de la pure spéculation. On va voir ce qui va se passer. Je pense qu'on aura des nouvelles début de semaine prochaine sur le sujet. Et du coup, là, on a les dirigeants du G20 qui mènent un appel pour une réglementation mondiale du Bitcoin et de la crypto suite au rassemblement du G20 en Indonésie. Les dirigeants ont qualifié de critique la nécessité de règles internationales pour régir l'espace à la croissance rapide du Bitcoin. On verra comment ça va être fait. Comme je l'ai dit, la régulation, c'est pas une mauvaise chose. Ça dépend de quel point de vue on se place. Si, on prend le point de vue, par exemple, d'un Bitcoin Maxi qui est là depuis le début, par exemple, d'un Satoshi Nakamoto, qui sont plutôt des cyberpunks, qui sont pas forcément pour la régulation, eux, ils aiment pas trop ça, en fait. Ils aiment pas trop la régulation. Si on se positionne comme un peu moi, par exemple, je me le positionne, où je suis dans une position où je me dis, si on peut augmenter la croissance des cryptos avec une régulation qui l'accompagne, je suis pour la régulation. Mais par contre, si on a une régulation trop stricte et qui tue en fait l'écosystème des cryptos, je suis complètement contre. Donc la régulation, comme tout, c'est nuancé. C'est-à-dire que c'est pas forcément mauvais, c'est pas forcément bon, ça va dépendre de comment on va l'utiliser. Et suite au G20 aussi, on a eu Biden qui s'est mêlé à ça. Donc là, c'est tout récent parce que c'est arrivé il y a quelques heures, il y a environ 2-3 heures. Joe Biden qui demande la mise en place d'une régulation mondiale concernant le Bitcoin, l'effondrement de FTX et de sa société sœur Alameda Research pourrait menacer d'engloutir le marché au-delà de la crypto. C'est une alerte sérieuse à prendre en compte pour le président. Et d'autant plus que, rappelez-vous, SBF, il a il a renfloué la campagne de Joe Biden, des démocrates. Il a investi dans cette campagne-là, dans la campagne de Joe Biden. Du coup, Joe Biden, ça le met aussi dans une position qui est assez délicate pour sa part. Donc forcément, s'il veut bien se faire voir par rapport à ce qui s'est passé et dans la position où il est avec FTX, il va devoir réguler un peu plus fort pour dire que on régule fort et on fait pas les choses à moitié. Donc ça bouge pas mal. Pour l'instant, c'est pas mal de paroles, mais pas trop d'action, parce que comme vous savez, au niveau de la finance traditionnelle, au niveau de l'administratif plutôt traditionnel en dehors des cryptos, ça c'est lent, ça prend plusieurs mois, plusieurs années, même parfois plusieurs décennies à se mettre en place une régulation comme ça, contrairement aux cryptos où en 2-3 jours tout se passe, vous avez une faillite d'un géant. Mais on verra ce que ça donne. 2023, je pense que 2023-2024, ça va être des années qui vont être vraiment cruciales pour Bitcoin et la régulation. Tu peux nous citer genre des catégories, tu les classes comment, par catégorie en fonction d'un consensus comme on en a parlé avant, proof of work, proof of stake, ou tu les classes en fonction de ce qu'ils font, comment ça marche? Alors, en gros, si tu veux,
Pour faire simple, il faut imaginer, donc on a parlé des deux consensus au départ, donc on a Proof of Work d'un côté, donc la preuve de travail avec le minage, le travail des mineurs de crypto-monnaies, et on a le Proof of Stake de l'autre côté, où il n'est plus du tout question de minage, d'avoir des machines de minage, mais plutôt le fait d'avoir justement des nodes qui vont réaliser au final les mêmes opérations que les mineurs. Et alors, en fait, le Proof of Stake, c'est en fait une grande famille qui regroupe plein de sous-catégories. Généralement, quand on vous parle de Proof of Stake, le Proof of Stake qui revient le plus souvent, c'est le fameux DPoS, donc Delegate Proof of Stake. C'est par exemple le cas sur Solana, sur Atom, sur Avalanche, sur Tezos, etc., etc. Ce sont donc des réseaux où on va avoir des nodes validateurs, qui vont être des nodes qui vont, en fonction des projets, être détenus par une partie de l'équipe, vont être accessibles à n'importe qui, etc., etc. Et vous, en tant que simple utilisateur, vous allez pouvoir déléguer, c'est pour ça qu'on parle de Delegate Proof of Stake, vous allez pouvoir déléguer des fonds à un node en particulier, à celui que vous allez sélectionner. Vous allez pouvoir déléguer des fonds à ce node. Mais donc là, on a vraiment déjà deux catégories. On a d'un côté le node validateur qui va appartenir à une personne, à une entité qui va s'occuper vraiment de valider les transactions. Et on va avoir les personnes qui vont pouvoir déléguer des fonds à ce node. Puis on a donc encore une fois dans cette grande famille du Proof of Stake, vous pouvez avoir par exemple le Proof of History, donc le fait de détenir des fonds suffisamment longtemps. On peut avoir le Proof of j'ai oublié le nom, je sais plus comment ça s'appelle. Proof of Authority, non, c'est pas. Proof of Authority, voilà, c'est ça, qui peut également venir. Et en plus, dans toutes ces catégories-là, il y en a une autre que moi j'affectionne particulièrement, qui s'appelle les master nodes, donc des maîtres nœuds, qui eux sont une variante entre guillemets de ces fameux nodes validateurs dont on a parlé au début. On a plus cet aspect délégation. Donc quand vous avez un système avec des master nodes, il y a juste des master nodes, des nodes validateurs. Vous ne pouvez pas déléguer à ces nodes-là, mais c'est une variante. Donc vraiment, il faut imaginer ça comme une grande famille avec plein de sous-catégories derrière, avec plein de nodes différents. Salut, là-bas. Ah bah ouais. Ah là, ça va être moins drôle. Hein. Oh merde. Bon, alors du coup, on revient sur une question technique, hein, comme on demandait. Juste pour vous expliquer vite fait l'intérêt d'avoir une blockchain et d'un consensus décentralisé, c'est qu'on n'a pas envie de faire confiance à qui que ce soit. On veut qu'un ordinateur soit capable d'installer le logiciel et d'arriver sur le bon réseau. Et puis du coup, quand tu installes le logiciel la première fois, on appelle ça le bootstrapping. Et ben, en gros, on a besoin de savoir laquelle est la bonne chaîne, parce qu'il y a des chaînes qui sont servies dans tous les sens, il y a des mauvaises, il y en a qui ont forqué, blablabla. On a juste envie de savoir sur quelle blockchain il faut qu'on soit pour être sur la bonne. Et donc, typiquement, sur Bitcoin, on a un truc qui s'appelle le Proof of Work, et il suffit juste de trouver la chaîne qui a le plus de travail, et c'est la bonne chaîne. Et là, vous allez sur du Proof of Stake. Et du coup, ça coûte rien de faire des chaînes parallèles. Et de vous les servir, mais il n'y a aucun moyen de savoir laquelle est la chaîne qui a le plus de travail, puisqu'il n'y a pas de travail. Et du coup, tu fais comment pour savoir si tu es sur la bonne chaîne, sans avoir à faire un appel à l'autorité, à savoir les développeurs qui t'ont fourni le software qui te dit « Ah mais non, suis cette chaîne-là parce que Coinbase, ils sont pas gentils. » Ok, tu oublies une chose, mon ami, la finalité des blocs en Proof of Stake. Merci, au revoir. Ça c'était la réponse courte. Non. Les blocs, il y a une finalité des blocs, ça change tout. Il n'y a pas possibilité de rework comme Proof of Work. Ça change absolument tout. Ça répond à ta question. Par contre, dans le cas de l'attaque et qu'il y a une censure, là, il faudrait choisir le bon fork. Là, tu as raison. Et on aurait les mêmes besoins de sécurité que la première fois que tu vas synchroniser ton full node sur Bitcoin, à savoir faire confiance au code, faire confiance aux peers avec qui tu vas te connecter. Mais dans les cas où on n'a pas besoin de faire un fork pour pallier à une attaque ou de la censure, il y a une finalité des blocs. Ça change tout. Tu m'excuses. On commence d'un bloc 0. Donc, t'as pas de finalité des blocs. Tu commences à un bloc 0, tu rajoutes un bloc 1. Si tu veux de la finalité des blocs dans ton software, il faut que tu aies un checkpoint. Ton checkpoint, c'est du Proof of Authority. Non, le protocole. Bloc 0. Tu peux construire n'importe quel bloc 1 par-dessus. T'as pas de finalité. Il y a une finalité dans le Proof of Stake parce que, à partir de 66% des votes des validateurs, les blocs sont finaux. C'est tout. C'est le code. Est-ce qu'on peut juste rappeler ce que c'est que la finalité des blocs parce que certains ne savent pas. Oui, ok. Grosse différence, du coup, en Proof of Work, et Ethereum était comme ça aussi en Proof of Work. C'est la chaîne la plus longue qui gagne. Et la chaîne la plus longue, on peut toujours faire une chaîne qui sera plus longue. Donc si on a plus de calculs, on peut réécrire l'histoire, en gros. La finalité, c'est de se dire, un bloc, au bout d'un certain moment, on ne pourra jamais revenir avant ou changer l'histoire, etc. Comment ? Il n'y a pas de DAO sur Ethereum, c'est ce que je disais. Oui, c'est un hard fork, oui. Et... Non, mais revenons-en au point. Disons tu as 66% du réseau. Oui. D'accord ?
tu considères du coup que t'as pas d'attaque et que ton 66% il est honnête et il va pas faire de bloc en compétition. Si tes 66% ils ont été saisis par le gouvernement et ils font 3 chaînes différentes, elle est où ta finalité? On différencie le cas nominal du cas d'une attaque. On parle du cas nominal. Ah pardon, oui, bah oui, non. Alors Ethereum ça marche s'il y a jamais d'attaque. Ah bah oui, là on est d'accord. Non, je viens de prouver tout à l'heure qu'en cas d'attaque on peut réagir plus vite sur Ethereum. Arrêtez de faire les clowns aussi. Dans le cas nominal, c'est-à-dire même dans Bitcoin, il y a une notion de reorg. Donc là, c'est la chaîne la plus longue. Donc il y a un moyen simple, trustless, sans humain. Oui, mais le proof of stake, Casper FFG, qui est l'algorithme qui permet de gérer la finalité, c'est géré dans le protocole. 66% des validateurs qui votent sur un bloc, ça va finaliser ce bloc. C'est tout. C'est le protocole. Honnête. S'ils sont malhonnêtes, tu fais comment? Mais bien sûr, mais s'ils sont malhonnêtes, c'est un scénario d'attaque. On l'a dit, ça c'est le hard fork. Du coup, tu fais comment? Hard fork ou soft fork. Et tu choisis comment ta hard fork? Consensus social, comme on l'a toujours fait. Et du coup, c'est les devs qui le mettent dans le software? Oui, comme sur Bitcoin. Bah non. Nous, tu prends la chaîne avec le plus de travail. Bien sûr, sauf dans le cas d'une attaque et que tu veux faire on l'a dit tout à l'heure. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Le deuxième outil que j'ai envie de te présenter, c'est Messari. Messari va te permettre d'avoir des informations sur des crypto-monnaies en particulier. Par exemple ici, disons que tu as envie d'avoir l'information sur ce qui se passe sur... Allez hop, on va sélectionner le BNB par exemple. Et bien ici, tu vas avoir toutes les informations concernant le BNB. On a le prix en temps réel, le volume et pas mal d'autres choses qui sont plutôt cool. Ce qui m'intéresse particulièrement à moi, c'est la partie recherche. Ici, tu vas pouvoir voir les derniers articles qui ont été publiés sur cette crypto-monnaie et pouvoir te faire ta propre idée de ce qui se passe dessus. Et plus que ça, on a également un onglet profil qui permet d'avoir des informations détaillées au niveau des tokenomics, notamment au niveau de l'utilisation des tokens et par exemple ici, au niveau de la distribution. On sait donc à qui sont distribués les tokens et comment ils sont distribués. C'est assez intéressant parce que c'est une information qui en général est assez difficile à obtenir, alors que là, pour quasiment toutes les crypto-monnaies, sur Messari, tu vas directement avoir ces informations-là, ainsi que la quantité de crypto-monnaies qui vont être débloquées à travers le temps. Ici, par exemple, on a directement donc ce qu'on peut avoir avec le supply schedule. C'est le cas pour beaucoup d'autres crypto-monnaies, il suffit tout simplement de venir chercher dans la barre de recherche, et par exemple, on peut regarder pour Solana. Solana également, on a donc l'information, il suffit d'aller dans Profil, Token Economics, et là on peut voir directement le Supply Schedule qui est disponible juste ici. C'est donc très pratique pour pouvoir faire des recherches sur des crypto-monnaies quand tu as envie de savoir quelle est la quantité d'argent qui est déjà disponible, donc de tokens, et quelle est la quantité qui risque d'être débloquée dans les semaines, voire les mois à venir. Parlons maintenant de JP Morgan. JP Morgan, ils viennent de publier quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Ils ont enregistré la marque JP Morgan Wallet auprès du coup de l'équivalent, du registre des marques aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le JP Morgan Wallet, vous vous en doutez bien sûr, il couvre aussi tout ce qui tourne autour des monnaies virtuelles, les cryptocurrency payment processing. Donc il parle clairement de crypto-monnaies. On devrait, je pense, bientôt voir quelque chose autour de JP Morgan et des cryptos. Ça reste, je pense, une bonne nouvelle pour les marchés, qu'il y ait de plus en plus d'adoption au niveau des grosses sociétés, même si je sais que y a plein de personnes, dès qu'on parle de JP Morgan, ils disent qu'il faut faire le contraire. Et c'est pas une bonne nouvelle pour les cryptos. Moi, honnêtement, je suis pour que les cryptos soient adoptés de manière la plus globale possible. Le truc qui fait peur, c'est la Chine dévoile un yuan numérique avec date d'expiration. Donc je te rappelle que la Chine sont les premiers à avoir vraiment implémenté le yuan numérique, c'est la crypto de leur monnaie, ils ont monétisé, enfin ils ont crypto monétisé leur yuan, tout simplement. Ils devaient le tester, ils l'ont testé pour de vrai dans plusieurs grandes villes avec pas mal d'habitants, peut-être même des millions d'habitants. Et là, on est en train de nous dire qu'ils sont en train de sortir de leur stablecoin, donc le stablecoin yuan numérique, expiré, qui s'expire. Voilà. Donc en gros, c'est comme si nous, toi, tu as du stablecoin, on te dit, dans un mois, il est expiré. J'ai pas très compris là. Donc c'est à dire que les gens ils vont être obligés de dépenser leur argent. Ça c'est marrant ça. Si tu veux que tous les gens dépensent leur argent, tu leur dis en fait dans un mois vous avez plus de liquide. Un truc de fou. Laisse tomber. Alors c'est une semaine assez particulière qui est en train de commencer puisque c'est Thanksgiving aux États-Unis. Donc jeudi, ce sera une demi-journée aux États-Unis. Vendredi, ce sera ouvert, mais ce sera Black Friday puisque ce sera le jour du shopping aux États-Unis. Ce qui veut dire en gros que sur cette semaine-là, en général, on a lundi, mardi, mercredi. Mercredi à midi, les Américains commencent à se barrer à la maison, revoir papa et maman, les cousins, les cousines, etc., avec les gros t-shirts, les gros sweatshirts très moches,
avec un renne, un nez qui clignote et puis les cornes du renne qui apparaissent également jusqu'au bout des bras. Bref, ce sera très calme comme semaine normalement. Donc en général, il se passe pas des tonnes de choses. Donc du coup, on est en train de démarrer la semaine avec une réflexion profonde sur l'inflation et sur la récession. Alors c'est vrai que ça nous change beaucoup parce que c'est très rare qu'on parle d'inflation et de récession en ce moment. On fait un petit point rapide. Dollar index S&P 500, le dollar index qui rebondit un petit peu. Petite pattern de retournement, donc c'est ce qui va confirmer possiblement, je dis bien possiblement, un creux ici. Donc la dynamique est en train de s'inverser pour le dollar. Tout naturellement, on peut y tracer ici une trendline. Donc il y a des chances qu'on y revienne au contact de cette trendline. Aussi, depuis le début de ce changement de dynamique, on revient dans les zones de rechargement de short. Du coup, un dollar index qui reviendrait entre 110 points et grosso modo 111 points, ce n'est pas impossible. Du coup, un rebond du dollar index ferait faiblir le S&P 500, qui est lui venu au contact de son premier arrêt et qui est en train de se faire rejeter, possiblement. Hop, si vraiment on a de la structure baissière ici, ça pourrait indiquer justement un retracement. Je prends mon fib, je regarde où est mon premier arrêt, jusqu'aux 3820 points environ. Une pression vendeuse sur le S&P peut déclencher une pression acheteuse sur le dollar index et du coup aussi une pression vendeuse un petit peu plus accentuée sur le Bitcoin, qu'il ferait revenir dans son bad range, voire une cassure baissière de celui-ci. Donc à surveiller le S&P 500. Donc là actuellement au niveau du Bitcoin, on se rapproche, si ici c'était la zone donc de ralentissement économique entre 2018 et 2020, zone volatile, normale, et là la zone volatile ici c'est la zone de ralentissement économique pour 2022, et donc c'est vrai que pour l'instant, mon objectif reste toujours vers les niveaux 13 000, 13 500. De toute manière, on est très proche. Et ensuite, la question va être de savoir si vraiment on a une récession sur les marchés. Et là, effectivement, on risque de revenir dans cette zone-là. Mais pour l'instant, c'est encore trop tôt pour parler de ça. Aussi, lorsque la Banque centrale va arrêter le programme de quantitative tightening, c'est-à-dire retirer des liquidités des systèmes financiers, ça aussi, ça va un petit peu aider le Bitcoin, mais pour l'instant, ils l'ont pas encore retiré. Ils vont probablement le retirer, je pense, en début 2023, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc voilà, au niveau du Bitcoin, on se rapproche des objectifs et on reste assez patient. Donc sur l'imbalance, tout simplement, historiquement, on va chercher les zones basses, d'accord? On a une grosse zone sur les 14 500, une grosse zone sur les 12 500, et tout simplement la zone protégée, c'est cette grosse zone ici des 10 000, 12 000 $, d'accord? Donc cette grosse zone est absolument protégée. Ça nous interdit pas de rentrer dedans, mais ça nous dit surtout qu'on a des gros ordres, des anciens ordres, vraiment à aller clôturer dans cette grosse zone d'accélération qui a pas donné beaucoup de résistance quand on y est passé. Ici, on a le SOPR, le Spend Output Profile Ratio. C'est pour savoir si les tokens sont vendus en gain ou en perte. Quand c'est dans le positif, ils sont vendus en gain. Quand c'est dans le négatif, ils sont vendus en perte. Et pour l'instant, regardez ça. On est extrêmement dans le négatif avec ce pic à la baisse. Donc, Sam a fait du bien dans le marché puisque il a aidé à faire en sorte que la sélection naturelle opère. Est-ce que c'est une bonne sélection naturelle vu qu'elle a été créée de manière un peu artificielle? Le temps nous le dira, mais en tout cas, historiquement, quand on est aussi bas, c'est plutôt bon pour la suite puisque là, beaucoup de sélections, ensuite on monte. Là également beaucoup de sélections, alors ça continue à descendre après, mais on a quand même fait un joli pump par la suite. Ici également pas mal de pump dans les jours qui ont suivi. Là c'est sur du très long terme, donc les petits trucs là, ça paraît que dalle, mais c'est plusieurs dizaines de pourcentages. Ensuite c'était le bottom. Historiquement c'était plutôt bon signe. Là également crash Covid. Après c'était un bottom pour aller toujours plus haut. Et là c'était l'été 2021. C'était là, petit crash ici et après tout de moon. S'il n'y avait pas cette affaire FTX, j'aurais clairement all-in. Mais vu qu'on sait pas ce qui se passe avec les exchanges potentiellement insolvables qui vont suivre, ça risque d'encore faire mal. En plus, on a les 300 millions Ethereum là qui risquent de se faire dumper encore, ce qui va impacter également le prix du Bitcoin. Personnellement, sur ce dump, je suis moins FOMO que sur les dumps précédents. Ensuite, on va regarder l'accumulation des grosses adresses. On voit ici les adresses à plus de 10 000 BTC
qui ont très fortement augmenté sur ce dip, c'est-à-dire qu'on a, on passe de 108 adresses à 122, donc 10 adresses qui sont passées au-dessus de 10 000 BTC sur ce mouvement. Les plus 1000 BTC qui sont très largement à la distribution, hein, et ça depuis quasiment les 47 000 $, on continue à distribuer. Les plus de 100 BTC qui sont à la distribution également, vous le voyez, on est plutôt ici, on était en train de latéraliser, et là on est vraiment dans le bas de cette latéralisation, donc attention à ça également. On a les adresses de moyenne qui distribuent, les grosses adresses qui accumulent, les plus 10 BTC qui partent en parabole, donc beaucoup d'accumulation de la part des crabes et des shrimps, et enfin des crabes et des crevettes, et donc du coup ici vous le voyez encore une fois, pas mal d'accumulation au niveau des supérieurs à 1 BTC. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que en fait on a les baleines à bosse, les très grosses baleines qui accumulent, les 1 et 10 BTC, donc la cohorte des petits porteurs qui accumulent également, et en face on a des vendeurs du côté des baleines, donc les 1000 BTC et les plus de 100 BTC qui sont également à la distribution. Pour moi, la news la plus importante, c'est effectivement cette capitulation à 4 milliards. C'est plutôt une bonne chose que le prix ne bouge pas alors que 4 milliards de BTC sont vendus à perte. Quand on regarde le score d'accumulation, donc ça c'est un score en fonction des cohortes, etc. et du volume qui est à l'accumulation, on est sur un score de 1, c'est-à-dire une très grosse accumulation sur toute cette zone. On était là en train de renforcer l'accumulation, vous le voyez, on repasse dans le rouge vif, et puis là on est carrément dans le violet. Donc très forte accumulation effectivement dans cette zone. Alors, le total market cap donc global a fini la semaine avec une toute petite bougie. Hein, c'est la vision hebdomadaire. Là, pour le moment, effectivement, ça part rouge. Alors, vous voyez que la semaine dernière, il s'est rien passé. Hein, donc, c'est pour ça que ça servait franchement à rien, ni de tweeter, ni de faire des vidéos. Là, l'idée, c'est d'aller chercher le dernier point bas. C'est le premier objectif. Hein, quand on a ce genre de configuration, on va chercher le dernier point bas. Et puis, si le dernier point bas lâche, eh ben, à ce moment-là, on aura encore un peu plus de baisse. Donc, pour le moment, il semblerait que la tendance baissière reprenne ses droits, hein, après cette semaine du 7 novembre qui était fortement baissière, qui a permis au prix de sortir de cette latéralisation, et là on part à nouveau à la baisse. Donc voilà, on va dire que c'est pas très positif tout ça. Si on prend le total de c'est-à-dire sans le Bitcoin, on a exactement la même configuration, hein, même chose. Alors là on a un point bas qui est ici, hein, donc qu'on devrait aller chercher normalement, hein, je pense que ça paraît un petit peu dans les clous, et puis on en a un petit peu plus bas. Acheter ici, c'est une bonne idée, mais à condition d'avoir les convictions. C'est des convictions. Et c'est pas au niveau du prix, là, que ça se joue. C'est au niveau du timing. C'est-à-dire que, potentiellement, le marché peut se taper encore, si on regarde par exemple Ethereum qui s'était fait défoncer en 2018, il est descendu jusqu'à $80 en période de bottom. Et je dirais qu'à $80, en réalité, personne ne voulait acheter. Il n'y avait pas de team DCA sur Ethereum à $80. Ici, là. Hein, disons qu'on est par exemple là. Ouais, c'est un super prix pour acheter. Mais êtes-vous capable de vivre la Wall Street cheat sheet à travers... elle est où la Wall Street cheat sheet? À travers la dépression, la colère, my retirement money is lost, c'est-à-dire mes économies sont perdues. En réalité, non, il y a très très peu de chances. En prenant pas trop gros, oui, exactement Cisco. En prenez pas trop gros. Mais la réalité, c'est que beaucoup d'entre vous sont en mode DCA ici, et dans cette période-là, qui est celle de la dépression, et elle devrait s'exprimer, hein, je pense, elle va fortement s'exprimer, il y aura colère, dépression, les gens vont vendre. Pour finalement faire le x10 tant attendu après, mais la conviction, le temps met à l'épreuve la meilleure des convictions. Il y a plusieurs choses qui mettent à l'épreuve la conviction, il y a les tendances baissières, mais il y a aussi les ranges. Les ranges, c'est terrible. Ça tue toute forme de conviction. Donc soyez bien préparés. Donc si vous êtes en mode ouais mais c'est le bottom, c'est évident la capitulation, oui c'est vrai, mais vous avez potentiellement à devoir subir des variations de moins 60% encore avant de vous, et peut-être des années devant vous, avant de voir quelque chose de positif sur vos altcoins préférés. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.